Jusqu'au 8e siècle, la Septimanie, l'actuelle Languedoc-Roussillon, fait partie du royaume espagnol des Visigoths. Après leur conquête de l'Espagne, les armées arabo-berbères y pénètrent tout naturellement. En 719, elles sont à Narbonne. Au-delà de Narbonne, des raids ont été menés ensuite dans deux directions. La première direction, c'est vers l'Aquitaine, avec l'intention de s'emparer de Toulouse. Ça a été un échec en 721. Et puis dans un deuxième temps, vers l'année 726, ces troupes, ces contingents arabo-berbères se sont ensuite dirigés en direction du nord, jusque très haut, en direction de Lyon, et même en direction du plateau de Langres, selon certaines sources. De nombreux Français d'origine maghrébine méconnaissent complètement le fait que des villes comme Narbonne ou Carcassonne se soient appelées un jour Arbouna en arabe et Carcachoun en arabe, et que les musulmans se soient installés là pendant plusieurs décennies. 732. C'est la date de la bataille de Poitiers. Pour la première fois, les armées musulmanes d'Al-Andalus affrontent les Francs, venus du nord de la France. Contrairement à une tradition qui est très répandue, la bataille de Poitiers n'a pas du tout mis un terme à l'expansion musulmane en Gaule. Elle a tout au plus permis aux Francs de poursuivre leur marche en direction du sud, c'est-à-dire en direction du sud-ouest, et bientôt, avec la bataille de Sijan en 737, en direction de la Méditerranée, conformément à un vieux rêve, c'est-à-dire atteindre la Méditerranée. En effet, au début du 8e siècle, la conquête musulmane de l'Espagne se poursuit sur le territoire qui deviendra la France. C'est ainsi que débute la longue histoire des Français avec les pays d'islam. Sarrasin, un mot qui à lui seul raconte la longue histoire entretenue par les Français avec la civilisation de l'islam. Sarrasin est le nom qu'au Moyen-Âge on donnait aux Arabes. Arabes qui depuis le 7e siècle étaient en majorité musulmans. Sarrazine, c'est aussi le nom de la herse des châteaux forts, une grille de fer qui protège des assaillants. Mais pourquoi Sarrazine? Est-elle d'origine orientale? Ou est-ce l'ennemi qui, au temps des croisades, se confond toujours avec l'infidèle, le Sarrazin? Pas de lien en revanche entre l'islam et les galettes de sarrasin bretonnes. Mais il n'y a pas que les mots, il y a les mathématiques, le calcul, nos chiffres arabes, il y a l'astronomie, la chimie, la médecine, la philosophie et la géographie. Malgré cette première incursion des Francs jusqu'aux portes de Narbonne, les musulmans conservent leur place forte dans le Languedoc. Selon la plupart des sources à notre disposition, c'est en l'année 759 que la garnison musulmane de Narbonne est repoussée et que les Francs prennent pied dans l'ancienne capitale de la Gaule narbonnaise. On ne connaît pas l'origine des cheminées sarrasines de Bresse ou des puits sarrasins du Beaujolais. En revanche, dans la vallée française des Cévennes, la tradition a longtemps maintenu la mémoire d'une présence des Sarrasins. Vallée française, pour nous, c'est la vallée franque, donc délivrée par les Francs. C'est une légende, mais on aime bien qu'elle soit vraie. La légende et l'histoire se recoupent un peu. Les Sarrasins ont envahi la France, le sol français, et les Sarrasins s'étaient réfugiés dans les vallées cévenoles qui sont très difficiles à attaquer, et ils sont restés là quand même assez longtemps. Charlemagne a voulu chasser les Sarrasins en Espagne, mais au lieu de descendre par Bordeaux ou tout ça, il a voulu faire venir ses troupes par l'Auvergne. Et en arrivant dans les Cévennes, il s'est trouvé face à face avec des Sarrasins assez nombreux. Et donc il a envoyé Roland pour les combattre. Plus précisément, dans le Haut-Dauphiné, peu de documents permettent de décrire l'invasion de ces Sarrasins. Évoquons les quelques rares documents dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, nous avons la vie de saint Romule, évêque de Gênes du Xe siècle. Cette vie montre que les Sarrasins de Fraxinétum ravagèrent, je cite, la terre d'Embrun. Mais cette invasion n'est pas datée. C'est peut-être la même qui détruisit la Novalaise vers 906 ou 916. La deuxième source, c'est l'historien Raoul Glabert, qui écrit sur l'abbaye de Cluny, Mayol. Mayol, revenant de Rome, fut arrêté en juillet 972 dans une gorge étroite des Alpes. Peut-être à Orsières dans le Champsaur ou à Forest-Saint-Julien, il fut capturé par des pillards sarrasins. De nombreux éléments du petit patrimoine portent encore son nom. Tour sarrasine, cheminée sarrasine, puits sarrasin. Et n'est-ce pas une tête de mort, autre sarrasin,
qui flotte sur le drapeau corse. Les Français auraient-ils donc des ancêtres sarrasins? Ce qui expliquerait qu'ils ont laissé tant de traces matérielles. Des tombes, des épaves, des poteries, des monnaies, une kouba. En découvrant l'un de ces indices, suivez la piste de l'histoire, des récits, des savoirs, des images ou encore de la mémoire et faites connaissance avec vos ancêtres sarrasins. La légende dit qu'ils se sont battus à la Boissonnade. Ça paraît vrai, puisqu'on a le fez Roland en amont et le fez Bégon en aval. Ainsi, pour les habitants des vallées cévenols, les acteurs de la légende Roland et Bégon ont donné leur nom au hameau proche de la Boissonnade. Et donc, Roland aurait vaincu les Sarrasins et Charlemagne, pour remercier Dieu, aurait fait construire cette chapelle. Elle se nommait Notre-Dame de la Victoire. Et puis Notre-Dame, vallée française, ça s'est francisé après. On a tout d'abord une mémoire catholique qui s'est constituée autour de ce monument pour commémorer, dit-on, la lutte victorieuse des habitants de la vallée contre les Sarrasins. Et puis ensuite, on avance un petit peu dans le temps, à la fin du 19e siècle, il y a une autre lecture qui a été produite de ce récit, une lecture républicaine qui va renverser les choses et faire au contraire des Sarrasins les alliés des peuples opprimés du Midi face aux ennemis qui sont plutôt les peuples du Nord, les Francs. Au XVIe siècle, la Corse ne partage pas le destin de la France. L'île est alors sous le contrôle de la République de Gênes, qui rentre elle-même dans la sphère d'influence des Habsbourg. À ce titre, et pendant 3 siècles, les Corses sont harcelés par la piraterie barbaresque alliée des Turcs. On arrive avec des bateaux, en général entre 2 et 10 bateaux. On débarque les gens, ces hommes-là sont légèrement vêtus, parce qu'il va falloir porter, il va falloir emporter, il va falloir prendre, donc il faut qu'ils soient le plus léger possible. Et ils montent très rapidement en direction donc, des villages qui sont à proximité, et ils attaquent le village à proximité. Ça, c'est une opération normale. L'opération de Sartène, il a fallu 22 galères, il a fallu 2000 soldats, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait exceptionnel. À défaut de pouvoir combattre sur mer les pirates, comment défendre les côtes corses? De cette époque date la centaine de tours dites génoises qui encore aujourd'hui font partie du paysage corse. À partir des années 1580 jusqu'à nos années 1620, on va bâtir pratiquement les 3/4 des tours qui se trouvent autour de l'île. Donc on a véritablement là, en une quarantaine d'années, l'essentiel des tours bâtis, c'est à cette période-là que ça se passe. Depuis le XVIIe siècle, les vallées cévenols se sont massivement convertis au protestantisme, un engagement violemment réprimé par les armées de Louis XIV. Face au pouvoir de Versailles, les protestants cévenols semblent revivre le combat entre les Sarrasins et les Francs. Tantôt catholique, tantôt protestant, le lieu de culte de la vallée française devient définitivement au XIXe siècle le temple de la Boissonnade. Mais qu'était-il à l'origine? Et on a trouvé des fondations d'une construction tout à fait différente du temple. Est-ce que c'était les fondations de la chapelle qu'a fait construire Charlemagne, ou est-ce que c'était les fondations d'un bâtiment arabe? On ne sait pas. En 2005, lors du creusement du parking Jean Jaurès à Nîmes, des fouilles archéologiques préventives mettent au jour une vingtaine de sépultures. Alors, c'est vrai que ce sont les plus anciennes tombes musulmanes de France qui ont été découvertes dans le sud de la France. Bonjour Catherine Richard. Bonjour. Vous êtes archéologue médiéviste à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui est à l'origine d'ailleurs de cette découverte. À quand remontent d'ailleurs les 3 squelettes retrouvés? On a réussi évidemment à les dater? Oui, bien sûr. Elles ont été datées par analyse au radiocarbone.
Et elle propose une chronologie autour du 8e siècle. Elles sont tout à fait bien inscrites dans le Haut Moyen-Âge. Et par ailleurs, ces datations ont été mises en rapport avec à la fois l'histoire événementielle et les textes qui semblent indiquer la présence de populations musulmanes à Nîmes vers 720. Oui, parce qu'il y a des textes, effectivement, mais la découverte de ces 3 squelettes permet enfin véritablement d'avoir, on va dire, une trace matérielle, une véritable preuve du passage des musulmans au 7e, 8e siècle dans le sud de la France. Parmi ces 20 sépultures, il y en avait 3 qui étaient un peu particulières par rapport aux autres. Des sujets qui se trouvaient sur le côté droit, qui étaient enterrés et qui avaient le regard qui regardait vers le sud-est. Donc on a analysé ces sépultures et on s'est aperçu que dans 2 cas, il y avait un creusement qui avait une particularité. Ce n'était pas des fosses seulement verticales, mais qu'il pouvait y avoir un creusement comme un peu une chaussette avec un surcreusement sur le côté et que l'individu était déposé dans ce surcreusement. Ce type de tombe, on peut le retrouver par exemple dans des cimetières musulmans médiévaux en Espagne ou dans le Maghreb ou voire au Moyen-Orient. Donc c'était un argument supplémentaire qui pouvait peut-être aller dans le sens de pratiques musulmanes.